institutrice qui dit à ses élèves que pour composer un poème, il faut que chaque mot soit sélectionné, pesé, qu'il chante avec ses voisins. Que le choix des termes, la musique de la rime, la perfection du maître fasse naître une véritable émotion. Elle a trouvé ça dans la plupart des textes d'Anne Sylvestre. Aussi, ses élèves apprendront le petit grenier. Le petit grenier. En histoire, elle leur apprend la Deuxième Guerre mondiale. Et cette chanson évoque le sort des enfants juifs qui devaient vivre cachés dans le petit grenier. Je vais vous lire les paroles de la chanson d'Anne Sylvestre, Le petit grenier. Vous y grimpiez par une échelle qu'on installait dans l'escalier. Fini tous vos jeux de marelle et vos parties de chat perché. Quand vous y montiez par surprise, c'était en étouffant vos pas. Il fallait alors porter Lise et Sarah qui ne marchaient pas. Moi, j'ai le cœur tout chamboulé quand vous parlez du petit grenier. Quand on avait fermé la trappe, il fallait, on vous l'avait dit, que pas un cri ne vous échappe, silencieux comme des souris. Le plafond était tout en pente et David se tenait penché. On y voyait par quelques fentes le ciel et un bout de clocher. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Vous taire n'était pas facile, mais vous l'avez vite appris, inventant des jeux immobiles pour recouper les plus petits. Parfois, ce n'était qu'une alerte, et vous pouviez dégringoler, bondir par la fenêtre ouverte, comme des cabris déchaînés. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. On vous a mis à l'école et vous aviez compris que vous appeliez Georges et Nicole, sans jamais vous tromper, surtout. Ainsi se passait votre enfance, sans nouvelles de vos parents. Vous ne mesuriez pas la chance que vous aviez d'être vivant. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi, j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Enfant, vous que partout les guerres viennent broyer comme en passant, vous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands. Un jour, on voit pourrir les armes et les soldats inoccupés, que sur le ruisseau de vos larmes voguent les bateaux de papier. Que plus jamais vous ne devriez vous cacher dans les petits greniers. Que plus jamais vous ne devriez vous cacher dans les petits greniers. Dans les petits greniers. Que plus jamais vous ne devriez vous cacher dans les petits greniers. J'ai choisi quant à moi un texte issu des Nourritures terrestres d'André Gide, écrit en 1897. Je vais vous lire une première phrase et vous donner le contexte. Ensuite, Nathanaël, ne cherche pas dans l'avenir à retrouver jamais le passé. Saisis de chaque instant la nouveauté irrésemblable et ne prépare pas tes joies ou sache qu'en son lieu préparé, tu surprendras une joie autre. Pourquoi ai-je choisi ce livre? C'est parce que quand j'avais 16 ans, au mois de juin, mes parents travaillaient, nous habitions une école et dans l'ancien logement, ça servait de grenier
J'ai lu et j'ai découvert André Gide, Les nourritures terrestres, et également Camus. Et donc, je vais vous lire un passage des nourritures terrestres. La ferme. Fermier, fermier, chante ta ferme. Je veux m'y reposer un instant et rêver auprès de tes granges à l'été que les parfums des foins me rappelleront. Prends tes clés, une à une, ouvre-moi chaque porte. La première est celle des granges. Ah, que si les temps sont fidèles, ah, que dans la chaleur des foins ne reposais-je près de la grange, au lieu de vagabonder, à force de ferveur, vaincre l'aridité du désert. J'écouterai les chants des moissonneurs, et je verrai tranquille, rassurer tes moissons, provisions inestimables rentrées sur les chariots accablés, comme d'attendantes réponses aux questions de mes désirs. Je n'irai plus chercher de quoi les rassasier dans la plaine, ici je les gorgerai à loisir. Il est un temps de rire, et il est un temps d'avoir ri. Il est un temps de rire, certes, puis de se souvenir d'avoir ri. Certainement, Nathanaël, c'était moi-même. Moi, pas un autre qui regardait ces mêmes herbes s'agiter, ces herbes maintenant qui, pour l'odeur des foins, sont flétries, comme toutes les choses coupées, ces herbes vivre, être vertes et blondes, se balancer au vent du soir. Ah, ne revenir au temps où, couché au bord des pelouses, l'herbe profonde accueillait notre amour. Le gibier circulait sous les feuilles. Chacune de ces sentes était une avenue, et quand je me penchais et regardais de près la terre, de feuille en feuille, de fleur en fleur, je voyais une multitude d'insectes. Je connaissais l'humidité du sol, à l'éclat du verre et à la nature des fleurs. Tel pré se constellait de marguerites, mais les pelouses que nous préférions et dont profitait notre amour étaient toutes blanchies d'ombelles, les unes légères, les autres, celles de la grande berce, opaques et considérablement élargies. Vers le soir, elles semblaient, dans l'herbe devenue plus profonde, flotter, comme des méduses luisantes, libres, détachées de leurs tiges, soulevées par la brume montante. La seconde porte est celle des greniers. Monceaux de grains, je vous louerai. Céréales, blé roux, richesse dans la tente, inestimable provision. Que notre pain s'épuise. Grenier, j'ai votre clé. Grenier, J'ai votre clé. j'ai votre clé. Votre clé. Que notre pain s'épuise. Grenier, j'ai votre clé. Monceau de grains, vous êtes là. Serez-vous tous mangés avant que ma faim ne se lasse? Dans les champs, les oiseaux du ciel, dans les greniers, les rats, et tous les pauvres à nos tables. En reste-t-il jusqu'au bout de ma faim? Grain, je garde de vous une poignée. Je la sème en mon champ fertile. Je la sème en la bonne saison. Un grain en produit 100, un autre 1000. Grain où ma faim abonde, grain vous aurez surabondé. Blé qui poussait d'abord comme une petite herbe verte, dites quel épi jaunissant portera votre tige courbée. Chaume d'or, aigrettes et gerbes,
poignée de grains que j'ai semés. Pierre Loti, un pèlerin d'Ancor. Pierre Loti, cet écrivain officier de marine qui est né en 1850 à Rochefort et mort à Hendaye en 1923, de son vrai nom Louis-Marie Julien Viau. Il a écrit énormément de livres à chacun de ses voyages et j'ai choisi celui du pèlerinage d'Ancor. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont, comme moi depuis l'enfance, pressenti toute leur vie. Rien ne m'est arrivé que je n'ai obscurément prévu dès mes premières années. Les ruines d'Ancor. Je me souviens si bien de certains soirs d'avril, un peu voilés, où en vision elles m'apparurent. Cela se passait dans mon musée d'enfance, une très petite pièce en haut de ma maison familiale, où j'avais réuni beaucoup de coquillages, d'oiseaux des îles, d'armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque, par mes parents, que je resterais près d'eux, que jamais je n'irais courir le monde, comme mon frère aîné, qui venait de mourir là-bas en Extrême-Orient. Ce soir-là, donc, écolier inattentif, j'étais allé m'enfermer au milieu de ces choses troublantes pour flâner plutôt que de finir mes devoirs. Et je feuilletais des papiers jaunis revenus de l'Indochine dans les bagages de mon frère mort. Des carnets de notes, 2 ou 3 livres chinois. Ensuite, un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était contée la découverte des ruines colossales perdues au milieu des forêts du Siam. Il y avait une image devant laquelle je m'arrêtais, saisi de frissons, de grandes tours étranges que des ramures exotiques enlaçaient de toutes parts. Les temples de la mystérieuse Ancor. Pas un instant d'ailleurs, je ne doutais que je les connaîtrais, envers et contre tous, malgré les impossibilités, malgré les défenses. Pour y songer mieux, j'allais m'accouder à la fenêtre de mon musée. Celle de toute la maison, d'où l'on voyait le plus loin. Il y avait d'abord les vieux toits du tranquille voisinage, puis les arbres centenaires des remparts. Au-delà, enfin, la rivière, par où les navires s'en vont vers l'océan. Et j'eus cette fois la prescience très nette d'une vie de voyage et d'aventure que des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses comme pour quelques princes orientales, et aussi des heures misérables infiniment. Dans cet avenir de mystère, très agrandi par mon imagination, je me voyais devenir une sorte de héros de légende, idole aux pieds d'argile, fascinant des âmes par milliers, adoré des uns, mais suspecté et honni des autres. Pour que mon personnage fût plus romanesque, il fallait qu'il eût une ombre de renommée, telle que je le souhaitais. Cette ombre, que serait-ce bien? Pirate peut-être. Oui, il ne m'eût pas trop déplu d'être soupçonné de piraterie, tout là-bas, sur des mers à peine connues. Ensuite m'a apparu mon propre déclin, mon retour au foyer, bien plus tard, le cœur lassé et les cheveux blanchissants. Ma maison familiale serait restée pareille, pieusement conservée, mais çà et là, percées dans les murs, des portes clandestines conduiraient à un palais de 1001 nuits,
plein de pierreries de Golgonde, de tout mon butin fantastique. Et comme ma Bible était en ce temps-là mon livre quotidien, j'entendais murmurer dans ma tête des versets d'Ecclésiaste sur la vanité des choses. Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant vieilli dans ce même petit musée de mon enfance, je disais à moi-même, j'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu, etc., etc. Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir. Celle-ci. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur la grande Encore. J'ai vu l'étoile du soir. J'ai vu l'étoile J'ai du vu soir. l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. J'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Un coup de sifflet, à la fois impérieux et doux, me fit soudain redevenir le petit enfant soumis qu'en réalité je n'avais pas cessé d'être. Il partait d'en bas, de la cour au vieux mur enguirlandé de plantes. Je l'aurais reconnu entre mille. C'était l'appel coutumier de mon père chaque fois que j'étais légèrement en faute. Et je répondis, « Je suis là-haut dans mon musée, que veux-tu, bon père, que je descende ?» Il avait dû entrer dans mon bureau et jeter les yeux sur mes devoirs inachevés. « Oui, mais descends vite, mon petit, finir ta version de grec, si tu veux être libre. » Donc, je descendis et m'attelai à cette version. La cour, nullement triste pourtant, entre ces vieux petits murs garnis de rosiers et de jasmin, me sembla trop étroite, trop enclose. Et je jugeais trop nébuleux, un peu sinistre même, le crépuscule d'avril qui y tombait à cette heure. J'avais en tête le ciel bleu, l'espace, les mers, et les forêts du Siam, où s'élèvent parmi des banians les tours de la prodigieuse Angkor. J'ai vidé dernièrement le grenier de la maison de famille. Et j'ai trouvé une vieille chemise jaunie, écornée, dans laquelle avaient été gardées des coupures de journaux. Et une portée en particulier, la mention le grenier des insoumis. Ce titre m'a bien attirée, compte tenu de la période que nous vivions. Confinés, on se sent des fois insoumis dans notre corps, et je me suis précipitée pour lire ce texte. Cette coupure de journal, qui était une feuille de chou, s'appelle l'unique, numéro 15. La chronique est écrite par Jean Marestan, dont j'ai regardé l'historique, et qui était un anarchiste. Et ce texte date de novembre 1946, juste après-guerre. Ma conception de l'individualisme. Je définis l'individualisme, la réaction de défense de l'individu contre son milieu. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'une constatation positive. Soumis à la loi naturelle de la lutte pour l'existence, tous les êtres vivants sont en perpétuel combat. La solidarité instinctive qui existe entre les représentants d'une même espèce ou d'un même groupe a pour rôle de faire profiter chacun d'eux des avantages de sécurité que l'isolement ne conférerait point. Cependant, au sein même des espèces ou des groupes, il existe des compétitions et des luttes. Chaque fois que des intérêts individuels s'opposent et qu'il ne peut y avoir pour tous à la fois
satisfaction. Il a été dit que les loups ne se mangent pas entre eux. C'est certainement vrai quand ils n'ont pas faim. C'est fort douloureux quand ils sont sur le point de périr faute de nourriture. Ce qui se passe chez eux se passe également dans le genre humain, mais sous des formes différentes et pour des motifs plus complexes. Le surpeuplement, dû à l'insuffisance des ressources naturelles, la concurrence, d'autre part, pour l'occupation des territoires les plus riches et les plus fertiles. Mais au sein même de ces associations, il existe entre concitoyens des conflits non plus seulement comme chez les animaux pour la question du sexe et des aliments, mais pour le luxe, l'ambition, la recherche du moindre effort ou la bataille des idées. Nous voyons d'un côté la révolte saine et légitime de l'individu isolé, défendant son pain, son foyer, le produit de son travail contre l'exploitation d'autrui, ou bien le droit d'exprimer ce qu'il croit être la vérité en dépit de tous les dogmes et conventions mondaines, ou bien encore défendant contre les tentatives d'asservissement de l'ambiance, fût-elle celle des proches parents et amis, la libre disposition de la personne. Alors, nous avons l'exemple, l'héroïsme d'un Galilée osant affirmer seul contre les masses fanatisées et la formidable puissance de l'Église le mouvement de la terre. Ou encore celui de tous les savants ou artistes méconnus, raillés, persécutés, tant en raison de la tyrannie des puissants que de l'ignorance des foules. Par contre, il y a ce qu'on pourrait nommer l'esprit de révolte dépassée, l'insurrection brutale de ceux qui, non contents de défendre la plus juste des causes, celle de la résistance à l'oppression, n'envisagent plus toute barrière brisée poussée par un orgueil insensé ou la frénésie du luxe que la domination d'autrui, la mise en esclavage des peuples à la merci de leurs caprices, y compris la soif abominable du rapt ou de l'assassinat collectif. C'est enfin, et j'ai quelque tristesse à le déclarer, car cet ouvrage contient d'excellentes choses. L'unique est sa propriété de Mark Stirner, qui tout en arrachant la masque de désintéressement dont se parlent les gens des classes dirigeantes et les professionnels de la philanthropie, en est arrivé à faire de l'égoïsme, dans le sens le plus péjoratif que l'usage est attribué à ce mot, la règle de la conduite raisonnable de chacun. En effet, hypnotisé par son système, il le pousse jusqu'à tenir des propos comme celui-ci. Tout ce qui est à la portée de ma main m'appartient. Tout ce qui est à la portée de ma main. Tout ce qui est à la portée de ma main m'appartient. Tout ce qui est à la portée de ma main m'appartient. Ou encore, que m'importe la douleur d'autrui si je peux y trouver mon bonheur. Ce n'est plus l'école des précurseurs, combattant sans étiquette ni embrigadement d'aucune sorte, mais l'école des sans-scrupules, ce qui est bien différent, car avec de telles conclusions, qui mal digérées ont fait des victimes, peuvent se justifier les actes les moins recommandables, absolument rien ne s'opposant à leur accomplissement. Si l'on me demandait si je suis partisan de l'individualisme,
Je répondrai, dans toute la mesure où il ne s'oppose pas au progrès social, ni à l'observation des élémentaires règles de sociabilité dont nous souhaiterions pour nous-mêmes le bénéfice. Comme je ne trouvais pas de texte littéraire aussi magnifique que ce que je viens d'entendre, et puis que je n'avais pas pris le temps surtout, je me suis promenée sur Internet. Et de page de Wikipédia en page de Wikipédia, je vais vous donner le résultat de ma recherche. Le grenier en 3 clics. Du latin granarium est un local hors sol destiné au stockage du grain. Il peut être intégré à un bâtiment ou constituer une petite construction indépendante. Grenier à 1000, installé généralement à la bordure des fleuves. En Europe, il peut s'agir de la partie supérieure d'un bâtiment ou corps de ferme situé dans les combles, mais pas exclusivement, comme en témoignent les oreos asturiens et galiciens sur pilotis. Ces locaux pouvaient aussi servir de surface d'étendage et de séchage pour les graines et noix. En Algérie, un grenier à céréales enterré, typique de l'agriculture traditionnelle berbère, s'appelle une matamor. Matamor, de l'espagnol matamoros. Tueur de mort, est un personnage de la commedia dell'arte. Soldat fanfaron, se targuant d'exploits qu'il n'a pas réalisés et qui, au fond, n'est qu'un poltron. Il porte des vêtements bigarrés et des accessoires, épée et chapeau, de taille exagérée, qui dénotent le côté bouffon du personnage. Avec le recul des activités agricoles, les greniers sont de plus en plus utilisés pour le stockage d'objets variés. Avec un peu d'imagination, entrons dans ce grenier. Nous allons trouver des trous de passoires de rechange, du tissu de mensonges cousu de fil blanc, des coffres avec des trousseaux de clés rares, comme la clé des songes, la clé du mystère, la clé des champs, la cape du petit chaperon rouge, le potolet de Perrette, le crochet du capitaine Crochet, quelques cailloux du petit Poucet, le collier de Milou, le casque de Darvador, et même l'anneau de Faudon. Oh, une épée et un bouclier! La famille Grenier, issue de la petite noblesse d'épée franque, eut une origine relativement modeste et réussit, en s'implantant aux croisades en Terre Sainte, à côtoyer et s'unir avec les plus importantes familles nobles des royaumes croisés de Jérusalem et de Chypre. Le nom de grenier, en lui-même, est typique des noms de la vieille noblesse d'épée franque. Grenier est la déformation de Werner, un prénom germanique, qui est sûrement le nom du premier ancêtre franc des greniers lors de l'invasion de la Gaule romaine par les Romains. De Grenier signifie fils de Werner, comme particule à l'origine. Le nom grenier sans particule est assez courant et signifie alors possesseur d'un grenier, sauf dans le sud-ouest où c'est également la déformation du prénom germanique Werner, apparenté au de grenier. Mais il pourrait aussi bien être à l'origine de Châteauvieux en Vivarais, dans le sud de la France, et aurait accompagné Adhémar de Montaigne dans la suite de Raymond de Saint-Gilles. Quoi qu'il en soit, il fut très certainement l'un des nombreux chevaliers français ayant répondu à l'appel à la croisade du pape Urbain II.
le blason de la famille de Grenier, et de gueules, aux 3 grenades au naturel et d'azur au croissant d'argent pour les principales branches de la famille. D'autres branches ont des armoiries plus ou moins différentes, comme par exemple les 2 greniers de Cassagnac ou les 2 greniers de raisin. Il fut peut-être tout simplement un chevalier de comédie, un matamore. Un matamore. Un matamore. Un matamore. Il fut peut-être tout simplement un chevalier de comédie. Un matamore.